Je vous remercie aussi de nous donner quelques temps pour présenter nos travaux, les travaux donc du WEP2 que je représente en tant que département de santé publique. Je trouve aussi, comme tout le monde, cette matinée très stimulante et on est ravis d'en savoir plus sur les projets en cours. Déjà, l'annonce des projets du WEP1 nous appelle à certains intérêts et je pense qu'il y a des prises de contact qui se feront dans la suite de cette journée. Donc, ce sera une présentation à deux voix que je partagerai avec Vincent Lapaglia pour Enalux. Et vous aurez compris qu'il y a deux institutions qui, de manière privilégiée, je veux dire, mais pas unique, travaillent sur ce Work Package. Il s'agit d'Enalux et du département de santé publique de l'Université de Liège. Donc, vous avez l'ensemble des personnes, des chevilles ouvrières du WEP sur l'écran. Ce qui représente un total de 1,3 équivalents temps plein qui sont financés par la chaire. Et je pense que c'est bien de mettre cet indicateur en regard des travaux que l'on propose. Alors, le projet spécifique de notre WEP a bien évolué au cours des derniers mois, même si nous essayons de garder un cap. Et le cap que nous avons choisi, c'est celui de la santé communautaire. Alors, la démarche du WEP a été initiée dans le cadre du livre blanc, on l'a rappelé ce matin, sur base de constats, notamment d'un manque de proximité, terme que nous avons utilisé pour désigner la nécessité de définir une première ligne plus proche des usagers, pas seulement en termes géographiques, mais aussi en matière sanitaire, culturelle ou encore idéologique, on va dire. Donc, dans ce Work Package, nous saisissons cette approche de santé communautaire pour interroger les acteurs et pratiques de la première ligne. Donc, nous envisageons, comme c'est rappelé dans la définition de l'OMS ici présentée, la santé communautaire comme une démarche intégrée qui vise la santé d'une communauté et particulièrement qui vise la coproduction ou la co-création des services de santé de la première ligne avec les différentes parties prenantes impliquées en leur reconnaissant un certain potentiel et pouvoir d'action de ces communautés. Donc, cette approche en matière de santé communautaire, elle est guidée par une série de principes qui sont repris dans les différentes cases au cœur de la dia qui vous est montrée, notamment à travers une forte connotation liée à la promotion de la santé, la vision globale de la santé ou de la participation des parties prenantes, y compris des usagers. Alors, on ne défend pas une vision, je vais dire, intégriste de la santé communautaire, c'est-à-dire que on ne veut pas qu'il y ait des projets de santé communautaire dans toutes les structures de première ligne. Ce que l'on postule, c'est que les principes d'action de la santé communautaire sont alignés avec ceux qui définissent une première ligne de santé forte et efficace. Et dès lors, légitimement, nous souhaitons questionner comment ces principes d'action traversent les acteurs de la première ligne ou les structures et comment nous pouvons les accompagner pour les renforcer ou les consolider dans la prise en main de ces principes d'action. Et donc, nous avons structuré nos travaux, parfois de manière transversale autour de ces principes d'action, parfois en focalisation sur l'un ou l'autre principe. Et on va décliner notre travail en 4 grands axes. Donc, on peut peut-être passer à la dia suivante, et même encore passer la suivante, s'il te plaît, Thérèse, pour arriver à un premier axe de travail qui vise à approcher de manière plus détaillée et approfondie les attitudes, connaissances et pratiques des principes d'action communautaire dans les structures de première ligne. Donc, il s'agit d'une enquête ici assez exploratoire qui va se décliner en 3 phases. Et la première visera à tout d'abord cartographier les initiatives et analyses des pratiques dans les régions concernées, mais d'aller chercher aussi les perceptions des acteurs impliqués et d'identifier au mieux leurs besoins. Donc, nous cherchons à questionner les structures de première ligne avec une définition assez large de la première ligne, peut-être un peu plus large que celle que Hubert a présentée tout à l'heure. Vous voyez d'ailleurs un échantillon des structures qui sont interrogées sur l'écran. Nous avons déjà construit un questionnaire et les courriers à envoyer aux structures, et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé à leur relecture critique. Nous finalisons les outils de collecte des données et nous espérons lancer ce questionnaire assez rapidement, même si nous sommes assez hésitants au vu du contexte actuel qui n'est
peut-être pas favorable forcément à un taux de réponse, enfin, ne conduirait pas forcément à un taux de réponse élevé. Mais c'est quelque chose peut-être qu'on pourrait discuter également dans ce Cénacle. Donc ce travail devrait déboucher sur un premier rapport d'état des lieux pour la Fondation Rabaudouin, pour tous les acteurs de la première ligne, mais aussi une première valorisation scientifique, nous l'espérons. Alors voilà, pour la suite, je vais passer la parole alors à Vincent maintenant, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un travail mixte, et donc Vincent présente la deuxième partie. Oui, merci beaucoup. Donc voilà, cette phase 2 vise à fournir une étude sur la perception des professionnels des services de la première ligne quant à leur pratique en matière de santé communautaire. Donc concrètement, les objectifs visés par cette phase sont de relever les pratiques que les professionnels estiment appartenir au domaine de la santé communautaire, de glaner les motivations inhérentes au déploiement des pratiques en santé communautaire, d'identifier également les actions qu'ils mettent en œuvre en vue de réaliser concrètement ces pratiques et de percevoir leurs besoins en matière d'implémentation de pratiques en santé communautaire. Quant à la structuration de cette phase 2, on peut aller à la dia suivante, s'il te plaît Thérèse. Nous avons pensé une planification de ce type. Tout d'abord, comme vous pouvez voir sur le PowerPoint, de septembre à décembre, nous visons à élaborer le protocole de l'étude qualitative. Ensuite, l'étude qualitative est pensée pour être structurée en 3 étapes. Donc, de janvier à avril 2021, la première étape consiste à fournir une enquête exploratoire auprès d'un large panel de professionnels de la première ligne au moyen d'entretiens non directifs et ou semi-directifs. Ensuite, entre avril et août 2021, débute la deuxième étape de l'étude qualitative, qui elle vise plutôt à fournir une étude approfondie de cas auprès de 3 organisations de la première ligne spécialisées en pratique de santé communautaire, intégrant professionnels et patients citoyens, par le prisme d'entretien, de focus group et des études de documents internes aux organisations. Et la troisième et dernière étape de cette phase étant en quelque sorte le livrable qui consiste à poursuivre. Juste la dia d'avant, pardon. Ouais, voilà, parfait. Donc, la troisième et dernière étape de cette phase étant en quelque sorte le livrable qui consiste à poursuivre la valorisation scientifique par un état des lieux de la perception qu'ont les professionnels de la première ligne quant à leur pratique en santé communautaire. Et ce livrable permettra également de poursuivre l'étude sur le dispositif de type communauté d'apprentissage constitutif de la phase 3. D'ailleurs, en parlant de la phase 3, maintenant on peut aller sur la prochaine dia. Merci. Donc, cette phase vise à favoriser l'émergence d'un dispositif de type communauté d'apprentissage en vue d'ancrer la participation communautaire durablement en première ligne. Par le prisme d'une recherche-action, les objectifs que nous souhaitons poursuivre sont les suivants, à savoir résoudre de manière concrète les problèmes rencontrés au cours du projet, établir des connaissances sur les pratiques de santé communautaire validées par l'expérience collective, de constituer une communauté d'apprentissage dotée de compétences personnelles et collectives, et de faire émerger de nouveaux questionnements pour de futures études. Pour ce faire, évidemment, nous souhaitons donc privilégier des prises de contact avec différents acteurs pour initier le processus. Et cette phase 3 sera enclenchée, on avait estimé plus ou moins ça, à partir de la 3e année du projet Beehive, donc de manière consécutive à la phase 2. Donc voilà, et c'est une responsabilité commune entre Enalux et l'Université de Liège. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un axe. Je ne sais pas si on veut qu'on fasse une pause ici, Thérèse, ou on enchaîne. Moi, je propose d'avancer, comme le temps ne s'arrête pas malheureusement, et de faire les questions-réponses après l'ensemble des présentations, y compris celle de Bernard. D'accord. Donc, un deuxième axe important que nous avons développé, c'est situé en prolongement avec la crise sanitaire, mais en liaison avec les thématiques de notre Work Package. On a souhaité compléter les travaux déjà initiés avec une série de recherches et d'interventions qui touchent plutôt aux démarches psychoéducatives en lien avec le Covid. Donc, notre position d'observateur de la crise nous a permis d'identifier, et je suis sûr que vous pourrez le confirmer, des manques, ou plutôt, si on le tourne d'un côté positif, des opportunités de recherche pour servir la première ligne sur ces matières on va dire, qu'on peut catégoriser sous le grand label d'empowerment des patients ou du personnel soignant. Donc, cela se décline en 4 projets complémentaires initiés. Il y a un premier questionnement qui s'est posé, qui est peut-être le 3e qui apparaît sur l'écran, où nous nous sommes posé la question, mais finalement, comment est-ce qu'on peut monitorer la population générale sur l'application des mesures de prévention, leur respect et leur impact?
Et vous avez vu comme nous que de nombreuses études ont été mises en route pendant le Covid. L'OMS a d'ailleurs, spécifiquement sur les thématiques qui nous préoccupent, édité des recommandations de bonnes pratiques. Mais toutefois, et en concertation avec un laboratoire parisien avec lequel on a l'habitude de travailler, pour ne pas lancer une nouvelle étude sur justement la compréhension des messages, leur respect par la population, on a préféré faire un pas de côté et interroger et de faire une enquête sur les enquêtes en cours, si vous voulez. Donc, nous avons essayé de capter toutes les enquêtes pendant la période de confinement strict qui touchaient aux thématiques d'appropriation des messages de prévention, de respect d'adhésion de la population et d'impact de ces mesures de prévention sur la vie des personnes. Nous avons récolté une 60aine d'études pendant la période stricte de confinement en France et en Belgique que nous sommes en train d'analyser et on voit déjà qu'il y a des tendances qui se dégagent. Pour n'en reprendre qu'une à titre d'exemple, on voit que les études se sont davantage focalisées sur l'impact de la crise sur les comportements, la qualité de vie des personnes, plus que sur la vérification de la compréhension des messages de prévention par la population. Donc, on peut se dire qu'il y a des éléments qui n'ont peut-être pas été couverts et qui mériteraient une attention particulière. Donc, ce travail, une fois abouti, pourrait arriver à aider, je pense, en matière de gouvernance, la première ligne de soins en temps de crise pour identifier comment mieux soutenir les personnes dans l'appropriation des messages de prévention. Alors, un deuxième projet fait suite à une sollicitation que nous avons eue du service des urgences du CHU, qui rapidement, au début de la crise, nous a contactés pour développer des outils d'éducation aux patients. L'organisation des centres de tri, enfin, ils trouvaient que quand les patients suspectés d'être atteints du Covid venaient au centre de tri, ils étaient vite renvoyés à la maison, enfin pour ceux où la situation le permettait, sans qu'ils aient des indications claires sur les mesures de prévention à tenir, que ce soit au niveau tant individuel que collectif. Et donc, on a développé un modèle d'intervention brève pour aider les personnes justement à comprendre ces mesures et les inciter à s'approprier les mesures de prévention. Donc, c'est un projet qui a été étendu par la suite au service provincial de Liège, promotion de la santé, qui a mis également du personnel à disposition des centres de dépistage de la province de Liège. Donc, c'est un modèle qui existe, que nous avons constitué, qui est maintenant en cours d'évaluation pour savoir s'il est efficace, efficient et s'il peut être diffusé plus largement dans des temps nouveaux rencontrés. Donc, c'est un modèle, on essaie de développer maintenant un modèle stabilisé d'intervention brève qui pourrait être diffusé plus largement au sein de la première ligne. Troisième projet, c'est celui qui touche à l'éducation thérapeutique à distance. On est parti du constat que les malades chroniques ont finalement été doublement pénalisés par la crise, pénalisés parce que la maladie chronique est un facteur majorant du risque de complications liées au Covid et pénalisés par la rupture de soins, en tous les cas au niveau hospitalier, avec de nombreux patients qui ont dû faire face seuls à des situations de vie avec la maladie ou avec l'accompagnement des acteurs de la première ligne, et ce majoritairement à distance, on va dire. Et à partir de ces expériences, un petit peu à l'instar de ce que le WP1 a présenté tout à l'heure, nous souhaitons ici avoir un regard plus focalisé pour construire des propositions, stabiliser des recommandations en matière d'éducation ou d'accompagnement du patient à distance, que ce soit en temps de Covid, et on l'espère le généraliser pour d'autres circonstances. Donc là, on aimerait démarrer une recherche qualitative. On a 2 étudiants pour le moment qu'on a inscrits sur ce projet dans le cadre de la réalisation de leur mémoire. Mais nous avons aussi une marque d'intérêt assez importante de la Société européenne d'éducation thérapeutique sur cette thématique qui pourrait nous ouvrir des collaborations. Alors rapidement, 4e et dernier projet, plus récent et plus à l'état d'ébauche. Nous avons été contactés par les services 112 de la province de Liège, donc, qui ont entendu parler un peu du type d'intervention brève que l'on développait dans le service. Et ils étaient assez intéressés d'ouvrir une discussion avec nous, puisque pendant la crise, les services 112 ont reçu de nombreux appels qu'on va qualifier de non urgents, où les personnes demandaient finalement des conseils en matière de santé liés au Covid. Et ils sont très bien équipés pour des protocoles d'urgence, notamment de réanimation, pour prendre un exemple très caricatural, mais ils nous ont informé qu'ils étaient assez démunis
pour tout ce qui est conseil et prévention en matière de santé. Donc, de nouveau, on pense saisir cette expérience en allant réécouter un échantillon d'appels des services de 112 pour voir quels étaient les besoins de la population et aider ces services à construire un protocole qui va plutôt être lié à la prévention ou le conseil en matière de santé. Donc voilà, tout un panel d'études qui, vous l'aurez compris, sont assez complémentaires. Tous des projets qui sont nés d'opportunités, des opportunités, on va dire, un petit peu provoquées parfois, mais qui répondent à une même finalité, qui est de concourir à une stimulation des acteurs de la première ligne sur les domaines d'empowerment du patient, de prévention ou de promotion en santé. Et même si ces projets naissent dans un contexte particulier qui est celui du Covid, on espère que ce sera une opportunité pour dépasser le Covid et inscrire ces mesures, cette approche en matière de prévention, promotion de manière plus durable dans les pratiques des acteurs de la première ligne. Alors, troisième axe peut-être qu'on va développer, Thérèse, si tu veux bien changer de dia, c'est celui de l'enseignement en formation initiale des acteurs de la première ligne. Donc, c'est un peu un travail qui nous a été confié par l'intermédiaire de Thérèse, qui est en connexion étroite avec la chaire flamande, où la chaire flamande nous a proposé de répliquer un questionnaire qu'ils avaient développé sur 3 thématiques liées, vous le voyez, à l'auto-soin, à l'interdisciplinarité des objectifs de vie, qui questionnaient les structures de formation initiale des acteurs de la première ligne. Donc, nos collègues flamands avaient la volonté d'interroger comment ces structures de formation intègrent des aspects qui sont nécessaires à une prise en charge, on va dire, contemporaine des patients, pas seulement ciblés sur des aspects techniques de soins. Ils voulaient décaler le questionnement sur des éléments essentiels de structuration de la première ligne. Donc, on a constitué ici un groupe de travail inter-WP, on va dire, et nous y avons déjà réfléchi pendant quelques semaines. Et le groupe de travail a émis, après analyse détaillée des outils qui nous ont été proposés, différentes réserves quant à la réplicabilité sur le territoire francophone, notamment en matière de lourdeur du dispositif proposé, mais aussi une réserve sur l'approche peut-être un peu restrictive des thématiques développées ou couvertes dans le questionnaire. Donc, nous avons décidé en groupe de réorienter ce travail qui poursuivrait maintenant 2 objectifs généraux. Le premier, c'est celui d'éclairer des dispositifs innovants de formation initiale sur les thématiques qui sont jugées importantes par notre chaire, notamment ceux d'intersectorialité, d'accessibilité des soins pour les groupes vulnérables ou encore de responsabilité et de solidarité. Et un autre objectif que nous faisons, qu'on doit encore valider, mais je parle sous le couvert de cette validation du groupe de travail, c'est d'interroger la gouvernance de ces institutions de formation initiale, c'est-à-dire comment elles font pour traduire, pour monitorer les besoins de la première ligne et les traduire dans des stratégies d'enseignement dans leurs structures respectives. Donc, il nous semble que ce sont des axes primordiaux avant de pouvoir passer à des propositions nous-mêmes, de propositions innovantes en matière d'enseignement pour la formation initiale de la première ligne. Quatrième axe où je vais aller très très vite, c'est un axe un petit peu fourre-tout où nous avons indiqué des projets à l'état d'ébauche ou qui vont démarrer, notamment on souhaiterait qu'un chercheur de notre équipe s'implique dans les réflexions plutôt sur l'intégration des soins que Jean-Marc a initié dans le cadre de la chaire. L'HELB a embauché récemment Dan Lecoq, qui est ici présent, qui devrait faire le pont entre les travaux de différents WP, notamment en travaillant sur cette thématique de patients partenaires dans les équipes de soins. Ou encore, on a été contacté récemment par la Fédération des maisons médicales qui a reçu un financement également de la Fondation Roi-Baudouin et qui travaille sur la thématique de l'implication des patients. Et donc, on est en prise de contact pour voir comment on peut fédérer des projets sur cette thématique entre projets. Alors, dernière dia, Thérèse, si tu veux bien pour moi, je souhaiterais terminer cette présentation en vous donnant un peu une vue d'ensemble des différents travaux en cours, ces différentes pièces de puzzle qui sont reprises sous le chapeau général de santé communautaire et qui combinent des travaux à la fois de recherche, mais aussi
de recherche engagée dans l'action. Je pense que c'était important de le signaler à travers les réalisations que nous proposons.